Bonjour à tous et bienvenue dans la PSL Room, le podcast qui met le poker live au cœur de la table. Je suis Anthony et dans ce podcast, je pars avec vous à la rencontre de personnalités du poker. On revient sur leurs anecdotes de parties mémorables, leur expérience et on vous dévoile tout ce qui fait vibrer l'univers du poker live. Mais PSL, ce n'est pas uniquement un podcast, c'est avant tout l'application mobile parfaite pour vous accompagner sur toutes vos parties en live, que ce soit en tournoi comme en cash game. Avec PokerStack Liberty, vous pourrez notamment calculer votre stack à la big blind près. Plus d'approximation, tout est optimisé. Partagez vos variations de stack sur vos réseaux sociaux, mais également avec vos amis et votre groupe de travail. Tout cela en un seul clic. Créez votre table en temps réel, indiquez le nombre de joueurs, prenez des notes sur vos adversaires et enregistrez-les. Suivez votre bankroll live avec tous les frais inhérents à la pratique de notre passion. Et si vous aimez le poker autant que nous, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et une note 5 étoiles pour que la communauté PSL continue de grandir. À présent, il est temps de présenter notre nouvel invité. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 60% des gens qui consomment notre application qui vivent dans des déserts médicaux. Eh oui. Où l'accès au médecin est très compliqué et surtout l'accès à la surspécialité. Parce qu'en fait, le médecin, souvent il y a un médecin de village ou un médecin de quartier qui peut faire l'affaire, comme médecin de famille, quoi, entre guillemets. Mais par contre, le vrai médecin spécialité pédiatrique, il est souvent dans les grandes villes, souvent overbooké, souvent cher, parce qu'il prend des dépassements d'horaires, etc. Et donc, la culture de la consultation. Salut Bastien. Salut, Anto. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Écoute, c'est super qu'on ait pu se rejoindre ici au studio Recordia. C'est vrai que d'habitude, je fais les podcasts en facecam de la maison parce que les joueurs ou les personnalités de l'industrie sont un petit peu à droite à gauche. Mais là, on est de la région, donc c'était super cool de se rejoindre là. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser sur un événement avant un Mandelieu. Et voilà, on avait quand même très peu parlé de ton business, de ce que tu fais. Donc tu vas pouvoir nous en dire plus. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour démarrer ? Très bien, pas de souci. Du coup, Bastien, moi je suis joueur de poker, mais je suis aussi entrepreneur. Ouais. Pour la petite histoire, donc moi, mon background en fait, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur de la banque en tant que conseiller. Puis j'ai fini en gestion de patrimoine. Ok. Donc dans la région niçoise. Et donc maintenant, j'ai fondé maintenant depuis 5 ans une start-up dans le secteur de la pédiatrie, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus en profondeur. Voilà. Ok, donc c'est une start-up, ça, c'est exactement, c'est quoi le projet ? Parce qu'on en a un petit peu parlé, c'est une appli mobile, mais c'est vrai que là-dessus, comment ça a démarré là-dessus ? Comment est-ce que vous êtes lancé là-dessus ? Comment t'es venu l'idée déjà ? La genèse du projet ? Alors en gros, moi, j'ai eu ma première fille, parce que j'ai 2 filles, du coup je suis papa de 2 petites filles. J'ai eu ma première fille en 2017. Et j'ai découvert avec ma première fille les angoisses d'être parent, quoi. Okay. Donc je me suis dit, mais c'était fou que du jour au lendemain, on se retrouve avec des centaines de questions, des centaines de moments de stress, on nous met un bébé dans les bras. Enfin moi, ma petite histoire en plus, c'était la première fois de ma vie que j'avais un bébé dans les bras, c'était quand j'ai eu ma fille, quoi. J'avais jamais eu de bébé avant. D'accord, et donc plein de questions, et un jour on se dit, comment on fait pour répondre à toutes ces questions, tous ces moments de stress. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui est devenu pédiatre quasiment au moment où moi j'ai eu ma fille. Ouais. Poser beaucoup de questions, tout ça. Poser beaucoup de questions, etc., etc. Et donc on a commencé à se dire, toutes les questions que je te pose, est-ce qu'on n'essaierait pas de les mettre sur table ? Alors on avait déjà eu quelques petits projets entrepreneuriaux avant. Okay. Avec ce même ami. Et donc, on a commencé comme ça en créant une première application où le concept, c'était de se dire, on va répondre à toutes les questions que les parents peuvent se poser d'un point de vue médical. Typiquement, votre enfant, il a des symptômes type de la fièvre, des boutons. Comment je fais pour savoir si c'est grave, si c'est pas grave? Est-ce que je dois aller aux urgences? Est-ce que je dois appeler le 15? Est-ce que je dois rester à la maison? Est-ce que je dois aller voir mon pédiatre? Est-ce que je dois lui donner du paracétamol? Est-ce que... Voilà. Donc toutes ces questions-là que tous les parents rencontrent une fois dans leur vie. Et puis le stress qui va avec. Et le stress qui va avec. On s'est dit, on va essayer d'y répondre. Ok. Et donc au début, on a fait des fiches.
Donc on a fait, donc notre pédiatre, il nous a fait des fiches, donc on a pris tous les symptômes, la fièvre, les boutons, les pleurs, les difficultés respiratoires, bref, tous les symptômes. Et une arborescence des choses à vérifier. Et une arborescence des choses à vérifier à la maison. Que nous, en tant que parents, en fait, lui, il le faisait d'un point de vue médical. Nous, en tant que parents, on repassait dessus et on modifiait un peu la terminologie pour que ce soit compréhensible de quelqu'un qui n'a aucune compétence médicale. Ouais. Et ça permettait à n'importe quel parent, en quelques secondes, de pouvoir savoir quoi faire tout de suite à la maison. Ça, c'était le tout début. Et là, du coup, c'était déjà dans une appli, ça? Comment ça se passait? Alors, au début, on a créé une appli en no-code. Avec Adalo. Adalo, ouais. Nous on a fait pareil pour PSL. Un logiciel de no-code, c'est vraiment. Beaucoup de gens commencent comme ça, facile, donc trop bien. Donc ça permet très facilement d'arriver sur le marché, de tester notre produit. Okay. Et donc on a mis ces fiches, plus d'autres fiches pédagogiques sur des questions que les parents peuvent se poser sur le sommeil, l'alimentation, la diversification, des questions un peu que tous les parents peuvent se poser. On a mis ça dans une appli no-code qu'on a mis en ligne. Et à côté de ça, on a commencé à faire des lives en fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ouais. Et de ces lives, on en tirait des reels. Et là, on a commencé à voir qu'il y avait une vraie demande parce qu'on s'est retrouvé à faire des millions de vues en fait tout de suite sur les réseaux sociaux. Ouais, donc il y a eu un engouement et un déclic du coup pour ce projet-là. Exactement. On a eu des milliers de parents qui ont commencé à télécharger l'application, à commenter nos stories, à commenter nos posts, etc. C'est sur Instagram déjà ou... On était sur Instagram, mais là où vraiment notre premier buzz a été sur Facebook. Ok, ouais. Où en gros, on a fait très rapidement plusieurs millions de vues. Okay. Et là, on s'est dit, OK, il y a quelque chose. Ouais, ça, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Donc de là, la presse est arrivée. Donc on a commencé à faire de la presse régionale un petit peu, locale. Et tout de suite, on a eu du coup un intérêt de l'hôpital Lenval à Nice, qui s'est manifesté vers nous et qui nous a dit, voilà, écoutez, on a un projet, nous, de développer la prévention en France. Ouais. Parce qu'en gros, le système de santé... il est en train de tourner de plus en plus vers un système préventif plutôt qu'un système curatif. Et donc, ils nous ont dit, votre projet nous intéresse beaucoup, votre vision nous intéresse beaucoup, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est de la prévention, puisqu'on évite aux gens de se déplacer pour rien. Et de saturer les services. De saturer les urgences, mais aussi de faire des gestes potentiellement qui pourraient être délétères pour l'enfant. Il y a des situations, par exemple, où il ne faut pas se rendre aux urgences, mais il faut appeler le 15 tout de suite. Ouais. Et ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé de l'enfant si le parent prend la mauvaise décision. Donc, c'est aussi un projet préventif. Et donc, quand on a discuté avec l'hôpital, ils nous ont dit, votre projet nous intéresse, nos visions sont réunies. Et de ça, on a noué un... Parce que Lenval, c'est une référence à Nice, c'est un hôpital spécialisé pour la petite enfance, la pédiatrie. Exactement, c'est les plus grandes urgences de la Côte d'Azur. Ouais. Donc, il faut savoir que l'hôpital Lenval, en gros, il y a Marseille, mais après, toute la Côte d'Azur et la Corse sont gérés par Lenval. Donc, dès qu'il y a des enfants qui ont des pathologies un peu graves en Corse, elles sont envoyées à Lenval, etc. Okay. Donc, c'est vraiment un hôpital de référence. C'est un des plus gros hôpitaux pédiatriques de France. Et donc, ils ont une des plus grosses urgences pédiatriques en France. Et notamment, notre projet les intéressait parce que ça permettait aussi de fluidifier le trafic dans les urgences. Et donc de là, on a noué un partenariat et on a décidé de développer notre projet et de monter une application avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de possibilités aussi pour nous de pouvoir proposer une solution intéressante. Et donc ça, on a noué notre partenariat en 2021. Ok. Et est-ce que dans ce partenariat, ils ont aussi... mis leur page, je veux dire, pour répondre aux questions, justement, mis au service des pédiatres aussi, pour regarder les réponses qui avaient été données, ou comment est-ce qu'ils ont agi là-dessus? Alors en fait, on a fait le partenariat sur deux aspects principaux. On a fait ce qu'on appelle un comité stratégique, donc qui nous permettait de piloter l'entreprise pour qu'eux, ils aient aussi leur droit de regard sur les décisions qu'on prend, parce qu'ils sont devenus vraiment actionnaires de l'entreprise. Okay, et on a aussi fait ce qu'on appelle un partenariat scientifique. Donc dans ce partenariat scientifique, on a réuni des pédiatres un peu de toutes les spécialités. Et on a des réunions régulières où on va présenter notre projet, présenter ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a sorti dans l'application, quels ont été les contenus qui sont sortis. Et eux, ils permettent de mettre en fait un veto ou d'aller chercher des informations qu'on n'a pas sur des spécialités ou des surspécialités qu'on pourrait traiter dans l'application, mais pour laquelle on n'a pas la qualification. Ok. Super intéressant. Et donc, quel défi vous avez rencontré avec Biparentalis j'ai envie de dire, une fois que ce partenariat avec Lenval a démarré, qu'est-ce qui a été flagrant Nous, tout de suite, on a eu beaucoup plus de capacités financières, bien sûr. Et donc, ça nous a permis de pouvoir aller plus vite sur le marché. Et à ce moment-là, on commençait à entendre parler de l'IA.
Et donc, on a commencé tout de suite à se mettre sur ce projet. C'est un projet qui nous a mis quand même plus de 2 ans à sortir vraiment, parce que maintenant, on a une application dans laquelle on a une IA en fait, qui répond aux questions des parents. Et donc, du coup, elle est délimitée dans un périmètre pédiatrique et elle ne sort pas de ça. Elle répond vraiment aux questions, aux interrogations des parents. En fait, une IA comme ChatGPT, une IA conversationnelle, générative, on appelle ça. En fait, elle va générer une réponse, elle va inventer une réponse par une loi des probabilités un petit peu. C'est-à-dire que plus il y a de chances que si on demande à la ChatGPT est-ce que cette table elle est noire, ben, s'il y a plein de gens qui disent qu'elle est noire, ChatGPT va dire qu'elle est noire. Simplement en pédiatrie, c'est très compliqué de se baser sur des probabilités. Bien sûr. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt créé en fait une gigantesque base de données auquel on a intégré des réponses en fait médicales que tous les parents peuvent se poser, et on a fait travailler une IA dessus pour dire ok, si on pose la question dans tous les sens possibles, la réponse s'affichera de la meilleure des manières. Je prends un exemple très concret, et ça c'était un problème qu'on avait au tout début de notre application, c'est que pour un parent, au début on avait des arbres décisionnels. Ouais, pour les fiches. Pour les fiches. Et les parents se disaient, ok, si mon enfant il a de la fièvre, mais qu'il a de la fièvre et des boutons, est-ce que l'application va vraiment comprendre que mon enfant il a de la fièvre et des boutons? Ils étaient un petit peu en panique par rapport à ça. Ou alors sur la manière de présenter la fièvre, il y a des parents qui vont dire mon enfant a de la fièvre, d'autres qui vont dire mon enfant il a 38, d'autres qui vont dire mon enfant il a de la température. Donc en fait il va y avoir plusieurs façons de dire. C'est la même chose mais plusieurs interrogations. Et ça c'est pareil sur tous les sujets. Sur le sommeil, l'alimentation, la diversification, la DME, etc. Sur plein de sujets, les parents ils ont un peu leur langage finalement. Et donc, on s'est confronté tout de suite à un problème de langage. C'est-à-dire que les gens avaient du mal à trouver le contenu dans l'application parce qu'ils avaient leur façon de parler. Ouais. Et ils avaient besoin d'un contenu... Et d'une discussion, du coup. Personnalisé. Et l'IA répondait complètement à ça. L'IA est arrivée, et quand on l'a intégrée, on s'est rendu compte que le parent, il pouvait arriver dans notre application avec une barre et pouvoir dire exactement ce qu'il veut. Il pouvait vraiment exprimer son problème comme on lui l'entend et comme on lui il le voit. Donc, notre application et notre IA, elle a été formée à comprendre les demandes et les ressentis que peuvent avoir les patients et les parents, et à apporter la meilleure réponse médicale et à la traduire dans le langage du niveau du parent, en fait. Et donc ça, on a été les premiers super intéressant, dans le monde, en fait, à présenter ça au tout début. Et donc, on a été sélectionné d'ailleurs pour aller au CES à Las Vegas. Las Vegas, bon, t'étais pas allé jouer au poker peut-être ces jours-là, mais du moins... Ouais, en fait, on est parti 10 jours au CES, du coup. Ouais. Pour les néophytes, le CES, c'est le plus gros salon technologique au monde, en fait, où vraiment c'est la mecque de la technologie dans le monde. Donc, on a été sélectionné pour représenter la région et la France à l'international pour notre projet. Et c'était à Las Vegas. Donc, en fait, on avait 4 jours de salon, mais on a quand même pris un séjour de 10 jours pour profiter. Donc, j'ai quand même fait le tour de tout ce qu'il fallait faire à Vegas, que ce soit pour jouer aux cartes ou aussi pour l'expérience générale, parce que c'est vraiment fou, Vegas. Complètement. Ok. Et du coup, bon, moi j'ai regardé l'application dès le début quand on s'était parlé, et on n'avait pas de questions par rapport à notre bébé là-dessus, mais pour le sommeil, ça marche aussi pour le sommeil. Il n'y a pas forcément que la pathologie, et bon, les petits soucis, les pépins, les maladies, quoi. Il y a aussi, c'est tout ce qui touche au bébé finalement. Ouais, aujourd'hui on a à peu près 60% des demandes des utilisateurs dans l'application qui sont vraiment traitées symptômes, où vraiment le parent il a une question symptomatique et il veut savoir quoi faire, est-ce que c'est grave, pas grave, etc. Et on a à peu près 40% des demandes, donc ça représente des gros volumes quand même, de demandes sur des questions plus du quotidien comme ça, sur l'éducation, sur le sommeil, l'alimentation, la sortie de maternité, comment je dois donner mon premier bain, qu'est-ce que je dois faire quand mon enfant il commence à mordre à la crèche et que en fait je l'ai jamais habitué à mordre et d'un coup il mord, et qu'est-ce que je fais? Il y a la première école et il a un peu de retard avec le langage. Est-ce que la marche, c'est normal que mon enfant il marche pas alors que l'enfant de ma copine qui a le même âge il marche? Ce genre de questions que pareil tous les parents se posent à un moment donné. Ben, aujourd'hui on y répond, et en fait toutes nos réponses on s'appuie sur des réponses qui ont été validées par des experts en pédiatrie. Donc en fait, en France, il y a des autorités de santé qui font référence,
et qui sortent des rapports hyper techniques, hyper complexes qui sont à destination des médecins. Et ces rapports, en fait, on les a tous pris et on les a tous vulgarisés et on les a intégrés dans nos bases de données pour que le parent puisse avoir accès à la dernière réponse scientifique et sûre, en fait, sur la question qu'il pose. Okay. Ce qui évite, en fait, d'aller sur les forums, sur le site où on a des infos. Il y a des infos, mais qui sont parfois trop alarmantes ou des fois pas assez. Dont la fiabilité, on ne sait pas trop parce qu'en fait la réponse elle date d'il y a 5 ans et en fait on ne sait pas trop si ça a changé depuis. Il y a plein de recommandations qui évoluent. Puis, il peut y avoir de la désinformation qui est néfaste du coup. Mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'il y a délimité à ce que jusqu'à 6 ans c'est bien ou est-ce que même plus tard on peut encore utiliser, poser des questions? Ça se passe comment? Alors en fait nous notre arbre décisionnel il est construit vraiment sous le principe de la pédiatrie, c'est-à-dire que la pédiatrie ça va jusqu'à 18 ans, donc on peut utiliser l'application en théorie jusqu'à 18 ans. Okay. La réalité c'est que les besoins des parents s'arrêtent souvent dans les 3-4 premières années. Okay. Donc aujourd'hui on a à peu près 70% de nos demandes qui sont des enfants entre 0 et 12 mois. Okay. Et et après au-delà de 36 mois on commence à avoir vraiment une chute très, très forte du nombre d'utilisations parce que les enfants sont plus grands, donc le stress est moins puissant. Et puis un peu l'expérience aussi éventuellement des premières maladies. L'expérience des premières maladies, et puis souvent les parents commencent à avoir fait le tour un peu de tous les sujets. Bien que en fait il y a des nouveaux sujets qui arrivent souvent à partir de 3-4 ans qui sont des sujets plus d'éducation, de sociabilité de l'enfant, ces questionnements-là. Et après, il y a les sujets de l'adolescence. Okay. Les sujets de l'adolescence, ce sont des sujets dans lesquels on va potentiellement travailler dans le futur, parce qu'il y a des vrais besoins, notamment aujourd'hui, les gouvernements sont à fond là-dedans, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué pour un parent qui a éduqué son enfant pendant 11-12 ans, et qu'en fait quand l'enfant il a 12-13 ans, il se retrouve à mal parler aux parents, ça se passe mal à l'école d'un coup, la sexualité qui arrive, bref, il peut y avoir des questions très compliquées à gérer pour les parents, et donc il y a de nouveau un besoin qui émerge à ce moment-là, et pour lesquels il y a des réponses. Donc là c'est plus de la psy en fait, de l'accompagnement, du mental, etc. Et là il y a des vraies questions qui se posent pour les parents, et des stress qui reviennent, où ils se sentent démunis et ils se sentent tout seuls. Et là, pour le coup, les enfants sont grands et c'est beaucoup plus compliqué de parler de ces problèmes-là avec son pédiatre, qu'en général, on voit un peu moins parce que l'enfant, il a 12, 13, 14 ans, que ce qu'on peut faire quand un bébé... Exactement. Que ce qu'on peut faire quand un bébé, il a 6 mois, où on se sent des fois plus libre de parler avec le pédiatre que plus tard. Et est-ce que, dès le début du projet, c'était... penser comme ça, qu'effectivement ça accompagne du coup le bébé et l'enfant plus tard, ou est-ce que c'est en faisant avec les métriques ou en faisant des sondages que vous avez jugé intéressant de conseiller pour un peu plus tard aussi? Nous on nous a plutôt dit au contraire, mais pourquoi vous faites pas de l'adulte aussi? Parce qu'en fait, vu que vous avez créé un système pour la pédiatrie, vous pourriez le dupliquer pour l'adulte, ce qui est potentiellement vrai, sauf que pour l'adulte c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de maladies chroniques et puis les maladies sont beaucoup plus vastes. D'accord. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place d'un point de vue technologique. Et surtout, nous, on s'appuie sur le marché de la pédiatrie. Il faut savoir que la pédiatrie, la toute petite enfance, c'est souvent un marché qui est un peu laissé à l'abandon. Parce que quand une marque sort un produit, il est plus rentable de le vendre à des adultes parce qu'il y a plus d'adultes que d'enfants, que de le vendre à le marché de la puériculture. Donc à part sur des outils très spécifiques comme les poussettes ou tous ces outils qui sont vraiment destinés à la petite enfance, en général en santé, la pédiatrie est un peu la deuxième roue du carrosse quelque part. Et nous en fait on s'est dit dans notre vision, on a envie un peu de changer ça. Parce que pour le coup, au niveau économique, si on désengorge les médecins, les pédiatres et les hôpitaux, financièrement, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais si on peut venir là-dessus, comment fonctionne l'application au niveau économique, quoi? Alors, sur le niveau économique, nous, on a tout un système gratuit où l'utilisateur peut consommer du contenu dans l'application gratuitement. Et ensuite, on a un abonnement qui nous permet d'accéder à des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités, comme vous le dites, en fait, elles ont la capacité de permettre à l'utilisateur d'aller beaucoup plus loin dans le diagnostic de son enfant et d'avoir des réponses beaucoup plus concrètes et précises. Je m'explique.
Aujourd'hui, un parent qui vient dans l'application, il pose sa question, est-ce que mon enfant, il a de la fièvre et des boutons, est-ce que c'est grave? L'application, gratuitement, elle va pouvoir lui dire, par rapport à tout, donc on va rentrer dans un parcours où il va poser des questions. Est-ce que votre enfant, il a les ongles bleus? Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires en plus? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont considérés comme graves? Avec des vidéos à l'appui, avec des photos, pour comparer en fait avec son enfant, pour voir si c'est grave ou pas. Trop bien, t'as l'exemple quoi. Il y a l'exemple. Et l'application va pouvoir dire en 1 minute 30 si la situation, elle est grave ou elle n'est pas grave, et s'il faut appeler le 15 ou aller aux urgences ou pas. Ça, c'est gratuit, et ça, on le laisse gratuit dans toute l'application, totalement. Après, on vend un abonnement qu'on peut prendre à l'année qui coûte 5,65 € par mois, donc c'est un tarif relativement raisonnable. Bien sûr. Et où là, on va aller plus loin dans le diagnostic, on va poser d'autres questions, d'autres symptômes, et où là, on va, par exemple, dire aux parents, dans cette situation-là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous envoyez la photo des boutons à votre pédiatre, et il faut une réponse du pédiatre dans les 36 heures, parce que c'est très important. Et donc dans ce cas-là, on peut prendre la photo avec l'application, on peut la joindre, donc en fait on a un système où on rentre son pédiatre, le mail du pédiatre. L'application va pré-générer un mail automatiquement à destination du pédiatre qui va expliquer la situation de l'enfant, l'âge de l'enfant, les symptômes, pourquoi est-ce qu'on s'adresse, pourquoi est-ce qu'il faut une réponse dans les 36 heures, du coup, c'est pré-rempli avec les mots techniques. C'est pré-rempli avec les mots techniques du médecin, et donc ça va fluidifier en fait le dialogue que peuvent avoir les parents avec leur médecin, et ça va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus rapides. Ça, c'est une possibilité. On a aussi parfois des situations où l'application va dire, là, pas besoin d'aller aux urgences, parce que votre enfant n'a pas une urgence. Par contre, il faudrait quand même faire voir votre enfant dans les 24 heures. Donc là, l'application, elle va dire, OK, dans les 24 heures, on sait que le pédiatre, dans les 24 heures, il est souvent pas dispo. Donc en fait, elle va vous géolocaliser et vous proposer automatiquement autour de vous tous les médecins qui sont disponibles dans les 24 heures pour un enfant qui a de la fièvre et des boutons et qui doit être vu dans les 24 heures. Ah oui, ça facilite le parcours. Exactement. Et donc, d'un point de vue du système de soins, donc pour le parent, c'est génial parce qu'en fait, ça permet aux parents d'aller plus vite, ça lui permet d'avoir une réponse fiable et d'avoir une solution tout de suite adaptée à la situation de son enfant, parce qu'on a tous vécu une fois le truc de je vais voir un médecin et il nous dit mais en fait il faut attendre 24 heures parce que le symptôme il n'a pas assez évolué, ce qui est très frustrant parce qu'on a pris à demi-journée pour aller le voir. Bref, donc ça c'est impossible avec l'application parce qu'il va nous dire exactement quand est-ce qu'il faut aller voir le médecin pour être pris en charge parfaitement. Et d'un point de vue du système de soins, c'est hyper intéressant parce que eux ils ont beaucoup de consultations qui sont inadaptées, où les parents viennent soit trop tôt soit trop tard. En gros, aujourd'hui, en France, il y a à peu près une consultation sur 3 qui est considérée comme totalement inadaptée dans les urgences pédiatriques en France. Ça représente environ 1 million de consultations par an. C'est énorme. Et donc, ce problème-là, il est très important parce qu'en fait, il y a des parents qui vont consulter aux urgences parce que ils ont pas du tout assez de solutions. Et la première alternative, c'est d'aller aux urgences tout de suite. Et à côté de ça, les médecins, ils se retrouvent à pas pouvoir prendre en charge des enfants qui ont vraiment besoin d'être pris en charge parce qu'ils ont trop de monde à gérer aux urgences et que dès qu'un enfant met un pied aux urgences, il doit être vu par un médecin avant de pouvoir ressortir. Ce qui crée des délais qui sont relativement longs, des problèmes logistiques, des problèmes de nombre de lits, etc., etc. Et donc notre application, l'avantage, c'est qu'elle va permettre au système de soins de faire en sorte que les enfants soient vus au bon moment. Et oui, puisqu'il rentre dans la conversation directement, dans la discussion avec le praticien, il peut dire éventuellement oui, venez plus tard ou des choses comme ça. Alors en fait, nous, dans le mail qu'on va envoyer au généraliste par exemple, au pédiatre, on va dire exactement pourquoi est-ce qu'on envoie un mail et pourquoi est-ce que le canal du mail est pertinent dans cette situation. Donc en fait, ça va permettre au praticien de pouvoir aller plus vite, de répondre aux mails très rapidement parce qu'en fait on lui donne toutes les infos, et aux parents d'être rassurés parce qu'il va avoir du coup une réponse beaucoup plus rapide et éviter de se déplacer dans toute la ville pour aller voir un médecin qui potentiellement aurait pu répondre à distance, quoi. Complètement. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a beaucoup intéressé notamment donc l'hôpital de Lanval qui du coup était intéressé par la question du fléchage en fait des urgences, des patients qui viennent aux urgences. Oui, du coup, c'est un problème, c'est vraiment un why au niveau entrepreneur, c'est un why puissant quand même, parce que ça concerne la santé publique des jeunes enfants et les hôpitaux. Donc du coup, un cas sur 3, c'est quand même énorme. C'est énorme. On est en France, où quand même le système de santé en France, il est globalement bien. Les gens, ils arrivent globalement à avoir un médecin. Mais quand on est... Donc en fait,
le vrai sujet, c'est que notre sujet, il est international. Parce qu'en fait, ce problème-là, il existe en France, mais il existe partout dans les pays occidentaux, mais aussi dans les pays en développement, etc., où en fait, les demandes sont différentes, les besoins sont différents, mais le problème de fond, qu'il y a des enfants qui sont maltraités par leurs parents, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de solutions, et donc les parents, ils sont démunis, quoi. Donc ils font ce qu'ils peuvent. Il est partout dans le monde, finalement. Ouais. Et nous, on s'en est rendu compte quand on a été aux États-Unis, justement, présenté. Donc, on a sorti une version de l'application sur le sol US. Où, en fait, l'application pouvait, du coup, géolocaliser partout dans le monde, etc. Là-bas aussi, vous avez le mapping et tout. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients aux États-Unis, pareil, tout le monde était emballé par ce qu'on fait, parce qu'en fait, le problème est encore plus fort là-bas, parce que quand on doit aller voir un médecin, ça coûte tout de suite $300, quoi. Ouais, donc, du coup, donc en fait, les gens là-bas, ils ont l'automédication, c'est quelque chose de très répandu. Donc dès qu'ils peuvent éviter d'aller voir un médecin ou le traiter à distance ou faire en sorte que leur enfant, ils peuvent le gérer, c'est quand même plus simple. Ouais, complètement, ça fait vraiment sens là-bas. Ouais. Et donc de cette expérience-là, derrière, on a sorti une fonctionnalité dans l'application qui est donc le suivi médical, où en fait l'appli, dès que l'enfant, on a fait tout le diagnostic, on a dit ok, c'est grave, c'est pas grave. Si l'application elle dit ok, c'est pas grave, bon, vous pouvez rester à la maison, elle va se mettre en suivi médical. Et donc toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures en fonction des situations, elle va relancer. T'as des notifs, tout ça des notifications qui vont dire allez retourner voir votre enfant, faites-lui ça, faites-lui ci, faites-lui ce test-là pour voir si ça va pas, etc., etc., etc. Et tout ça, tous ces parcours ont été rédigés par des pédiatres, validés par des médecins. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre grande force, c'est qu'on permet à n'importe quel parent de pouvoir avoir des actions à faire à la maison qui sont fiables médicalement. Ok. Ouais, super intéressant. En tout cas, c'est vrai que nous, on l'a pas trop utilisé parce que le bébé, pour l'instant, il est en pleine forme et tout, et il est plein d'énergie. Mais c'est en tout cas super intéressant d'avoir eu cette démarche-là. Et est-ce que pour revenir un petit peu au poker, est-ce que tu vois des parallèles entre l'entrepreneuriat et les compétences que tu peux avoir à une table de poker, des choses comme ça? Parce que c'est vrai qu'on fait souvent le lien. Et est-ce que ça t'a aidé dans ton projet? Je pense qu'il y a des liens très forts. Alors déjà, dans l'entrepreneuriat de manière générale, au poker, on a du mal à rester dans le temps, surtout au poker de tournoi. On a du mal à rester dans le temps si on travaille pas, donc si on n'apprend pas à travailler. Donc déjà, de manière générale, l'entrepreneuriat nous permet, si on sait travailler, on pourra réussir dans l'entrepreneuriat ou dans un autre domaine. Et dans le poker, c'est pareil. Je pense que ceux qui survivent, c'est ceux qui travaillent. Donc le fait de cultiver le travail, c'est quelque chose de similaire, c'est sûr. Après, spécifiquement, donc moi, mon marché, c'est la start-up. Et je trouve que le gros parallèle qu'on peut retrouver avec le poker de tournoi, c'est que la start-up, finalement, il faut faire beaucoup de volume pour qu'on ait une qui fasse une grosse perf. C'est exactement le même système. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est joueur de poker, on apprend à perdre, notamment en poker de tournoi, où on est tous conscients de à quel point la variance, elle intervient dans une carrière. Et on sait tous que des joueurs avec un même ROI, en fait, il va y en avoir un qui va avoir un bracelet et l'autre, il n'en aura jamais dans sa vie. Et c'est comme ça, en fait. Et celui qui comprend pas ça, il n'a pas compris le jeu. Donc on apprend à perdre, on apprend à se soumettre à la variance. Et que tu contrôles pas tout, quoi, du coup. Que tu contrôles pas tout, exactement. Et dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Et dans le startup, c'est pareil. On fait ce qu'on peut. On travaille tous les jours pour essayer de faire en sorte de prendre les meilleures décisions. Mais potentiellement, c'est pas parce qu'on a pris toutes les meilleures décisions qu'on va réussir. C'est pas parce qu'on va... pareil qu'au poker. C'est pas parce qu'on a pris toutes les meilleures décisions qu'on aura le bracelet à la fin. Au entrepreneuriat, c'est pareil. On va prendre toutes les meilleures décisions, mais il y a 1000 raisons qui font qu'on peut ne pas réussir. Et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de recommencer. C'est la résilience. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc du poker. C'est un truc qui est très important pour un entrepreneur, du coup. C'est un truc très important dans l'entrepreneur, mais en vrai, la résilience, c'est quelque chose qu'on apprend très peu. Parce qu'à l'école, par exemple, on nous apprend
à avoir des bonnes notes tout de suite. On a une leçon et on a le contrôle une semaine après. Et si on n'a pas une bonne note, on passe à autre chose. C'est fini. On ne revient pas. On va pas revenir 10 fois sur une notion et jusqu'à ce qu'elle soit bien comprise. Et ben, la résilience, c'est le truc fondamental des entrepreneurs, mais d'un joueur de poker pareil. Ouais, complètement. Celui qui, en poker de tournoi live par exemple, comprend pas qu'en fait 3 ans de live ça a très peu de valeur d'un point de vue volume. Et qui au bout de 2 ans il arrête parce qu'en fait il dit ça me saoule, je gagne pas d'argent. Il n'a pas été résilient et ça marchera pas, c'est sûr et certain. Ah ouais, non, c'est clair. Et en entrepreneuriat c'est pareil. Donc je pense que ça c'est des grosses capacités. Et puis après il y a la capacité de se focus sur une seule chose. Je pense que c'est compliqué de réussir au poker si on n'est pas full dedans. C'est-à-dire que si on n'a pas fait all-in vraiment sur le sujet, on prend pas le temps qu'il faut pour entre se former, jouer, faire le volume, etc. Quand on commence notamment, on est tous... en tout cas moi c'était comme ça que je l'ai vécu. Je pensais qu'à ça, j'avais des mains tout le temps, je me réveillais le matin. Tu penses poker. Toute la journée non-stop et ça a fait ça pendant tout le temps en fait. Et je pense que l'entrepreneuriat c'est pareil. Si quand on commence l'entrepreneuriat, on a une façon de réfléchir où le travail s'ouvre à 8h et à 17h, on ferme le travail et on n'y pense plus, c'est compliqué de réussir, je pense. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est... en vrai, moi j'y pense tout le temps. Quand je suis dans la voiture, quand je suis dans ma douche, je pense à l'application, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, la vidéo qui est sortie là dernièrement, comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que le hook soit meilleur, pourquoi ça n'a pas marché, et c'est même très compliqué, je trouve, au contraire, de plus réussir à trouver un équilibre dans sa vie que de vraiment être dans ce truc-là, de scinder sa vie perso et sa vie pro. Je trouve qu'en tout cas, c'est pas ma vision. Je pense que c'est des similitudes. C'est dur. Après, je mettrais aussi en avant le côté résultat oriented qu'on apprend au poker. Du coup, tu fais les meilleurs choix possibles, les meilleures décisions, mais tu contrôles pas tout. Et dans l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup comme ça. Effectivement, moi, ma vision, c'est de travailler avec beaucoup d'énergie sur notre projet. Bon, là, j'ai mixé avec la passion, du coup, donc c'est quand même plus sympa et c'est quelque chose qui est plaisant, mais tu contrôles pas tout, donc mettre de l'énergie là-dessus et être focus là-dessus, effectivement, c'est l'une des seules choses qu'on maîtrise vraiment. Mais ce point-là, il est je pense... je suis d'accord sur le résultat oriented. Là où il y a une petite différence, je trouve, c'est quand même que dans l'entrepreneuriat, on a quand même des indicateurs qui sont clés et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Alors qu'au poker... Alors à la limite en spin ou en expresso, on a des indicateurs, on a le CEV, on a ce genre de trucs qui sont des indicateurs, on va dire très 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 réels quoi. On peut s'appuyer dessus, très factuel. En cash game, on sait que relativement rapidement, on peut avoir un BB100 sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont quand même des vrais KPI sur lesquels on peut dire ok, notre jeu il est solide, mais en MTT, c'est très compliqué. Complètement. En MTT. Se dire on a un ROI sur lesquels on peut s'appuyer, c'est très dur. De se dire ok, peut-être que on va regarder combien de jetons on gagne en moyenne, mais ça n'a pas trop de valeur en MTT. Donc c'est compliqué d'avoir et puis c'est très dur d'avoir un vrai sample sur une limite donnée où on peut se dire ok, c'est sûr qu'on est gagnant et qu'on fait pas partie du top 5% de la variance quoi. Donc alors qu'en entrepreneuriat c'est quand même différent. En entrepreneuriat il y a quand même une multitude de KPI qui sont vraiment déterminés et où on se dit ok, si on a un taux de churn qui est très bon, globalement on peut s'y fier. Si on a un taux d'inscription qui est très bon, globalement on peut s'y fier. Sur les vidéos, si on a un nombre de vues qui est quand même très bon, on peut globalement s'y fier. Donc on a certes des paramètres qui vont influencer ces chiffres-là sur lesquels on n'a pas trop la main. Je sais pas si on prend l'exemple de la communication avec les vidéos vers l'algorithme qui va des fois nous propulser alors qu'on ne sait pas trop pourquoi. Bien sûr. Voilà. Mais globalement, on a plus de chiffres et donc on a plus de certitude. Je pense. Ouais, bien sûr.
tu peux, à partir du moment où tu peux le mesurer, Ouais. c'est un petit peu différent que spécifiquement dans le poker, quoi. Exactement. C'est pour ça que je pense que dans le poker, l'important, c'est de s'astreindre à son volume, d'essayer de prendre les meilleures décisions. Et voilà. Et puis après, c'est compliqué. Hein. Le ROI entre notre ROI en A-game, en B-game, en C-game, c'est compliqué de savoir est-ce qu'en vrai j'ai une moyenne de B-game parce que des fois je joue en A-game et des fois je joue en C-game. Et quel est mon ROI sur mes deux? Enfin, c'est compliqué. Ouais, c'est hyper dur, sachant qu'il faut toujours essayer de faire du volume et pas perdre de vue ça, parce que c'est quand même le plus important, quoi. Exactement. Et pour revenir un petit peu à l'appli, quels sont vos objectifs? Est-ce qu'il y a des objectifs et des nouvelles fonctionnalités qui sont prévues? Ouais, alors là, nous, on est en train de lever des fonds. Ok. Donc, on a en gros, notre gros projet, c'est de développer notre application pour faire en sorte qu'elle soit plus performante, que les parcours soient beaucoup plus personnalisés pour les gens. Ok. Aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs qui reviennent régulièrement. Avec un autre enfant, quand ils ont avec un autre enfant, mais même pour leur enfant, où en fait, on s'est rendu compte que les questions qu'ils posent sont de plus en plus complexes. Donc, ça veut dire que potentiellement, ils aiment notre produit et ils ont envie de faire en sorte que notre produit réponde, on va dire, de manière plus poussée et pas juste à des questions simples. Donc ça, c'est vraiment notre gros défi pour la suite, c'est de faire en sorte de beaucoup plus s'intégrer dans la vie du parent et de pouvoir avoir des solutions très clés en main sur des questions très très complexes. Donc ça va, et en fait, ça demande quand même beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Ça, c'est notre projet sur le produit. Et après, on est en train de passer en fait des agréments pour pouvoir aller plus loin dans le diagnostic, parce qu'aujourd'hui, on fait que de l'orientation médicale, mais on aimerait à terme pouvoir faire du diagnostic dans l'application, pouvoir faire de la prescription médicale. Ok. Et on est en train d'intégrer notre projet là qui va. Là, c'est un parcours vraiment du coup complet. Hein. Après, tu rentres sur l'appli et tu sors avec ton ordonnance, quoi, du coup. Exactement. On va avoir vraiment le parcours complet où on pourra poser une question très simple à une IA qui va nous répondre tout de suite. Quand il y a besoin de voir un médecin en physique, l'application saura le dire et va orienter le parent vers le médecin le plus adapté et proposer de la téléconsultation aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est notre gros projet d'avenir. Et sortir derrière l'ordonnance avec livraison de médicaments à la maison. Donc ça, c'est vraiment le parcours complet. Et c'est notre gros projet pour les 2-3 prochaines années. Ouais. Très pertinent aussi peut-être pour les personnes qui sont je sais pas, plus excentrées dans les petits villages ou hors grosse zone où il y a moins de médecins. Alors aujourd'hui, on a à peu près 60% des gens qui consomment notre application qui vivent dans des déserts médicaux. Eh ouais. Ah oui. Où l'accès au médecin est très compliqué et surtout l'accès à la surspécialité. Parce qu'en fait, le médecin, souvent, il y a un médecin de village ou un médecin de quartier qui peut faire l'affaire, comme médecin de famille, quoi, entre guillemets. Mais par contre, le vrai médecin spécialité pédiatrique, il est souvent dans les grandes villes, souvent overbooké, souvent cher, parce qu'il prend des dépassements d'honoraires, etc. Et donc, la culture de la consommation de la surspécialité pédiatrique est pas forcément quelque chose de très facile pour des gens qui sont dans des déserts médicaux. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est amener cette surspécialité directement au plus près des patients, partout en France. Sur le téléphone, quoi. Ouais, on a eu des gens, notamment aussi dans les dom-tom aussi, qui utilisent l'application. Voilà. Aujourd'hui, on est dans 12 pays à peu près. Tous les pays francophones. Et du coup, elle est traduite en anglais, d'autres langues, directement? Alors en fait, aujourd'hui, elle est traduite. On est dans 12 pays francophones, donc elle est en français. Le sujet de la traduction, c'est pas trop un problème. Notre problème pour vraiment être partout dans le monde, c'est de s'adapter aux us et coutumes du système de soins des pays. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est pas le pédiatre qui fait le suivi médical, c'est les infirmières là-bas. Le pédiatre, il est vu que vraiment quand l'enfant il va pas bien, qu'il a besoin de faire un soin médical, quoi. Mais le suivi médical de l'enfant, les vaccins, etc., c'est des infirmières qui font ça au Royaume-Uni. Et dans plein de pays, il y a des disparités en fait de fonctionnement. Et donc, ça serait d'adapter notre application au système de soins local. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, ça demande beaucoup de travail. Ça demande du travail aussi. Il faut être sur place, nouer des partenariats, etc., etc. Donc, c'est ça le plus difficile. Mais donc, déjà, on est dans 12 pays qui ont des systèmes de santé qui sont quand même similaires aux nôtres et sur lesquels on peut s'appuyer pour dupliquer en fait ce qu'on fait. Ok. Super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Bastien dans 10 ans? Si je dis au Bastien, c'est vraiment du coup... De manière générale? De manière générale, ouais, tout à fait. Je pense comme à tout le monde, d'être heureux sur la vie pro, la vie perso,
l'épanouissement global, je pense, c'est important. Mais je suis sur le chemin, donc ça c'est très cool. Ouais. Ça c'est exactement sur quoi je tends. Donc j'aimerais bien que Parentalis ça fonctionne mieux. En vrai, en entrepreneuriat, on est toujours en train de dire ça. Hein. Ouais, bien sûr. Bah oui. Même si ça marche très bien, on dit généralement que ça marche mieux. Ouais. On n'est jamais satisfait parce qu'on voit toujours les problèmes. Donc c'est en général, quand on voit que les problèmes, c'est que ça marche bien, c'est qu'on est content. Non, j'aimerais bien que ça fonctionne bien, qu'on arrive à avoir des enfants partout dans le monde qui peuvent accéder à l'appli. À leurs parents. Nous, notre grand rêve, on s'est toujours dit depuis le début, et c'était vraiment le postulat de départ, quand on a pris notre fichier Word au début et qu'on a dit on va faire une appli de pédiatrie, c'est de se dire c'est quand même dingue que dans le monde d'aujourd'hui, avec l'IA, tout ça, aujourd'hui, quand on veut regarder un film, on a Netflix, Amazon, Canal, Apple, on a pléthore de plateformes pour regarder un film. Quand on veut commander à manger, on a 5 magasins qui veulent bien nous livrer à la maison. Et pour la santé. Mais pour le truc le plus important de l'humanité, à savoir prendre soin de nos enfants, on n'a rien, quoi. Enfin, on a un pauvre carnet de santé que objectivement les parents regardent très peu, et Google avec des infos parfois erronées, quoi. Et en fait, c'est incroyable que l'humanité n'ait pas créé une gigantesque plateforme où les gens se disent ok, quand j'ai une question sur mon enfant, quand je dois voir un médecin, quand je dois faire je vais là-dessus, tout est gratuit, je peux poser toutes les questions que je veux, c'est fiable, j'ai accès à des médecins de toutes les spécialités au monde. Enfin, ça me semble tellement évident. Ouais. Et quand on s'est dit ça, on a dit c'est pas possible que ça. Et donc on s'est mis le défi de faire ce projet fou, de se créer une application mobile et un site web où les parents pourraient avoir la réponse à ces besoins-là. Ouais. Et on a fait une appli parce que on a trouvé que c'était le plus pertinent, parce qu'on a vu que les parents étaient beaucoup nomades, toujours à droite à gauche en train de courir, etc. Donc ça semblait être le plus pertinent. Mais ça aurait pu être une plateforme sur un site web où on paye un abonnement sur un site, ça aurait pu être pareil. Et c'était vraiment le projet. Et donc dans 10 ans, si on arrive à se dire ok, tous les parents de France, tous les parents d'Europe, quand ils ont un enfant, ils ont le réflexe de se dire ok, on va chez Biparentalis parce que je sais que je vais avoir des infos fiables et je vais répondre à mes questions, et quand j'y vais je ressors content, je te dis j'ai réussi ma mission. On gagne de l'argent, on gagne pas d'argent, à la limite c'est secondaire, tu vois. Mais déjà je me dis en tant qu'être humain, pour répondre à ta question, si dans 15 ans j'ai un cancer et je me dis j'ai réussi ça, je me dis j'ai réussi mon passage sur Terre, tu vois. T'as laissé l'empreinte que tu souhaitais. Les enfants ça va bien, ils sont heureux, ça se passe bien. Franchement, que dire de plus? Un bracelet, voilà, un petit bracelet. Faut revenir sur le poker. D'ailleurs, tes prochains événements poker, t'en as prévu? Parce que toi, avec ton planning, c'est quand même... Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Il y a 2 trucs, c'est chaud. D'un point de vue planning, donc il faut que j'arrive à trouver des créneaux. Famille. Exactement, entre le boulot, la famille, c'est compliqué. Et puis d'un point de vue aussi financier, moi j'ai toujours été très précautionneux. Du côté de la finance, du coup... Ouais, exactement. Mais très précautionneux de l'argent, notamment avec le poker. J'ai jamais mélangé. J'ai jamais pris 1 euro de mes salaires. Ça a toujours été des bankrolls qui t'a monté, que j'ai monté petit à petit. Et quand je devais perdre de l'argent, c'était de l'argent de la bankroll. Où j'ai fait des cash out pour des raisons, voilà. Mais ça... Donc j'ai toujours eu une gestion très précautionneuse et ça compte pas changer. Le live, ça coûte cher. Le live, ça coûte très cher. Donc en général, je me cantonne sur des événements entre, on va dire, les 200 et les 500, quoi. Donc sur des régionaux, maintenant avec Texas Poker, on sait qu'on peut, on peut jouer des super structures, des buy-in très très abordables avec des petites structures. Donc en live, je vais beaucoup sur San Remo, Nice, Cannes, voilà. En général, je me faisais un peu plaisir pendant le PT Monaco, où j'allais jouer des fois des événements un peu plus chers. Parce que bon, c'est à côté, c'est un kiff. D'aller jouer dans la salle des étoiles, c'est quand même un rêve et tout. Maintenant, je pense qu'il faut être très précautionneux avec le live. Comme je dis tout à l'heure, atteindre le long terme avec le live, c'est très complexe. Et par contre, on peut y perdre beaucoup d'argent. Ça va très vite. Ça va très très vite. Avec les frais. Avec les frais, etc. Donc le projet, c'est vraiment de jouer plutôt sereinement, online, beaucoup online. Et voilà, aujourd'hui, je joue
ABI 20 online, donc voilà. Ok. Oui, en plus, là, les séries sont quasiment terminées, mais tu me disais que t'as fait un beau dimanche dernier, là. Ouais, c'était cool. T'es allé assez loin, quand même, sur un... Ouais, c'était cool. J'ai fait ta finale du Sunday Surprise. Ouais, du Surprise, c'est celui où il y a Où il y a le Red Diamond. Le Red Diamond à Halloween, donc ouais, c'était très bien. Bien vibré. J'étais cheat leader, en plus, à 7 left. Il n'y avait pas des légendaires là-dessus, des tokens légendaires? J'ai eu 2 gros tokens légendaires, plus de 400 000 sur la tête. Ah, mais t'as loupé les coups tapis. J'ai loupé les coups tapis. Faut être plus fort à tapis, c'est tout. Enfin non, j'ai gagné les coups tapis, mais il faut être très fort à la loterie. C'est clair. Faut être très fort quand le Space KO il tourne. Yes. Mais non. En tout cas, Space KO, super invention. Hein. Vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, le Space, c'est un super truc, et surtout c'est que ça a relancé totalement de nouveau la room et les joueurs qui sont... Enfin, le pool est récréatif, la room de Winamax, elle est remplie. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'est lunaire, là, on est vraiment dans le thème du studio, c'est lunaire ce qui se passe, mais pour l'écosystème, c'est exactement ce qu'il faut. C'est là où ça a son importance. Il faut pas que les règles se battlent entre eux, il faut que l'écosystème soit renouvelé. Les bankrolls, elles ont une incidence, bien sûr, parce que quand t'as plus les moyens, donc il faut que ça se renouvelle. Et là, ça ramène des nouveaux joueurs parce qu'ils se disent, c'est un mix d'expresso et de tournois KO, quoi. Donc du coup, c'est hyper intéressant. Ils ont révolutionné le game. On parlait d'innovation, mais Winamax, ils ont révolutionné le MTT. Moi, je trouve que moi, je joue depuis, je sais pas, 2007-2008, un truc comme ça. Online, je parle. Parce qu'après, je joue un peu en famille et tout, mais voilà, online. Je pense que j'ai jamais vu depuis 2008 des tables avec des dingueries pareilles. Ouais, franchement, sur les Space KO, c'est une folie. Ce qui se passe en ce moment, c'est une folie. Ouais. Alors, il y a de la variance de malade et le prize pool est quand même redistribué aléatoirement de manière importante parce que dans les Space KO, t'as pas la main, mais hormis, donc d'un point de vue financier, c'est compliqué et c'est pas aussi rentable qu'avant, mais d'un point de vue niveau de jeu, c'est une folie. Moi, je vois des folies tous les soirs. Après, pour les règles, il faut quand même de temps en temps avoir des gros tokens parce que sinon, ton ROI il est quand même amoindri. Exactement. Mais ouais, en tout cas, c'est très beau. C'est une folie et à jouer, c'est vraiment très cool. Yes. C'est vraiment très cool en termes d'expérience et tout, ils sont trop forts. Et tu parlais tout à l'heure de gestion de bankroll, c'est pour revenir un peu sur l'application, sur PSL, nous c'est vraiment quelque chose qui est très important aussi, la gestion de bankroll live du coup, et c'est vrai qu'on a mis en place, comme j'ai déjà expliqué, la gestion de bankroll avec tes frais annexes, parce que les frais en live sont très importants, et là en quelques clics tu peux rentrer donc l'hébergement, combien ça t'a coûté, le transport, la restauration, les loisirs et autre chose, et en fait c'est journalier, donc tu le rentres au jour le jour, ton bilan, ton buy-in, c'est pareil, c'est au jour le jour selon le tournoi. Donc, tu as mis tant de boulettes, c'est noté au jour le jour. Mais par contre, ça se met automatiquement dans ta bankroll live et ça te fait vraiment ton graphique, donc ton chiffre d'affaires, quoi. Avec tes pertes qui sont irréductibles parce que c'est des frais. Et ton gain poker et tes pertes poker, ça te fait une vraie courbe. Et ça, en tout cas, c'est vrai que c'est très intuitif quand tu fais tes voyages. On va bien sûr pousser l'application, ce qui va te permettre de filtrer par événement et de dire, je sais pas, la dernière fois que je suis allé à Paris, par exemple, pour jouer à Circus, un Millennium, par exemple, quel était mon budget? Parce que l'année prochaine, j'aimerais le refaire, mais j'aimerais voir si niveau hébergement, niveau frais, j'arrive à gratter un petit peu, parce que gratter un petit peu, c'est peut-être un buy-in de plus en live. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est ultra intéressant. Important. C'est trop important. Moi, je trouve que ton appli, c'est une folie. En vrai, c'est même, tu vois, c'est pareil. C'est une folie que ça n'existait pas avant. Tu vois, c'est toujours quand on se dit ça en général, c'est une bonne nouvelle. Ouais, carrément. Mais tu vois, après, la gestion de bankroll en live et notamment la gestion des frais, comme tu dis, c'est, il y a notamment plus on va jouer bas et plus le montant des frais va avoir un impact sur tes résultats. Ouais, exactement. Je veux dire, c'est pour ça qu'elle est faite pour tous, hein. Du coup. Ouais, exactement. Là, tu vois, je regardais à San Remo par exemple. Là, dans 2 semaines, je crois, il y a un main event à 200 € avec une super structure. Tu vois, je me dis, je vais peut-être aller le jouer et tout, il est trop bien et tout. Mais quand tu vas à San Remo, soit tu fais des allers-retours, mais sinon c'est bien de prendre peut-être une nuit là-bas. Ouais, c'est mieux quand même. Tu vas loin, tu finis à 2h du mat le jour, confort, je sais pas quoi. Ça peut être cool. Mais tu vois, quand tu vas jouer en 200, si tu prends un truc à 150 € la nuit, bon,
déjà, t'as mis 90% de ton C'est buy-in très dur dans la nuit. rentabiliser, c'est bon. Donc en fait, d'un peu que tu fasses une deuxième boulette, non, c'est sûr. il faut que tu fasses demi-finale pour être rentable, quoi. C'est là où c'est intéressant avec Texa Poker, parce que Apo et Texa, ils ont mis en place le buy-in récompensé à 2.5. C'est trop bien. Donc en fait, niveau frais, ça permet effectivement de permettre aux joueurs de stabiliser leur bankroll, quoi. Moi, c'est je trouve juste ça. moi, je trouve que c'est trop Et bien. on en revient toujours à la même chose, c'est qu'on est là pour de l'entertainment et c'est du divertissement. Donc l'expérience joueur, elle compte, parce que si les joueurs qui viennent s'amuser, et comme moi, où je vais jouer en live avec un budget que je sors de ma bankroll ou quoi aux caisses, mais c'est sur des périodes très précises, si ma bankroll elle est plus là, je vais faire moins de live, donc du coup l'expérience elle est moins cool. C'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Je trouve que c'est très important. En fait, pour moi, il y a deux sujets. Il y a premièrement le sujet des rooms qui communiquent beaucoup sur la win. Donc tu regardes, je sais pas moi, là il y a eu le PT Barcelone par exemple, toute la communication PokerStars c'était sur il y a 1 million plus à la gagne, voilà. Super, mais la réalité c'est que personne n'y va à la gagne. Enfin, même le reg qui fait tout le circuit pendant 10 ans, probablement il ira jamais gagner le PT Barcelone, quoi. Ouais. Donc en fait, ce qui est très important par contre, que ce soit pour les règles comme pour les récréatifs ou les gens qui viennent faire leur circuit et qui viennent jouer un événement et qui reviendront dans 5 ans potentiellement. C'est ce que tu retiens de l'événement ? Ce que tu retiens de l'événement, c'est je suis venu, j'ai voulu avoir des émotions, j'ai voulu jouer dans des bonnes conditions, j'ai voulu me faire plaisir, m'amuser à table, avoir une bonne ambiance, ça aussi c'est un sujet, et surtout, au moins quand je fais ITM, avoir l'impression de pas avoir fait mon déplacement pour rien. Ouais, dire, tu vas jouer à 1000 €, tu rebuy, tu re-entry 2 fois le day 1 et tu t'arrives pas à te qualifier, tu rejoues un day 1B et donc tu as mis 3 boulettes pour te qualifier et tu prends 1500 quand tu fais ITM. Franchement, t'es en tilt en vrai. C'est clair. C'est pas possible financièrement. C'est très très compliqué. C'est pour ça que c'est en ce sens qu'on a développé. Après, on essaie de développer aussi l'image de marque et PSL, parce que je dis souvent que c'est une application, mais c'est pas uniquement que ça, quoi. On a aussi le podcast, bien sûr, mais on a tout un tas de choses qu'on essaie de développer, et pour notre communauté, on essaie de faire plusieurs choses. Là, le week-end dernier, j'étais à Aix-en-Provence pour le Ladies. C'était les championnats de France, et du coup c'était le Ladies en France, donc un des premiers, en tout cas le premier du championnat de France, et c'était l'événement qui portait le nom de la Queen Squad, qui a été créé par Cécile Ticher-Fatine, d'ailleurs qui a gagné son propre tournoi. C'était assez fou, et on a fait en partenariat avec le Pasino et Texa Poker, du coup un petit éventail, voilà, qu'on peut voir, que je présente, It's Time to Play Like a Queen, qu'on a offert aux joueuses de la table finale. Et également à celle qui a fait la bulle, donc qui n'est pas repartie les mains vides. C'est un petit clin d'œil, un petit truc pour dire que les femmes ont totalement leur place dans le poker. Et moi, je pense qu'elles sont vraiment, qu'elles font partie de l'écosystème et qu'on a grand besoin pour démocratiser, pour redorer, on va dire, s'il y a besoin de redorer l'image du poker, c'est important. Parce que voilà, ça leur plaît, elles ont envie de jouer aussi, elles jouent dans les clubs, on le voit. Pourquoi est-ce qu'elles sont un peu moins présentes en live ? Il faut trouver peut-être le moyen de les intéresser plus. En tous les cas, je pense que c'est en train d'évoluer et c'est vraiment une bonne chose, quoi. Je pense que tu as tout à fait raison. Je trouve qu'en live, on a tous notre responsabilité. Si on a envie qu'il y ait plus de femmes qui viennent jouer, ou même au-delà des femmes, qu'il y ait plus de profils différents qui viennent jouer, il faut que l'industrie fasse en sorte d'améliorer l'expérience toujours plus pour que les gens prennent plus de plaisir à table, puissent se dire que on vient passer un super moment quand on vient jouer au poker et qu'on vient pas que jouer de l'argent. Ça, c'est d'un point de vue industrie, mais d'un point de vue joueur, nous tous, on a une responsabilité. Il faut que quand quelqu'un vient à table, ça se passe bien, qu'il passe un bon moment, qu'il prenne du plaisir. Je veux dire, franchement, on voit trop, moi je trouve, de tension en fait à table, même dans des petits buy-in où parce que le mec il a perdu un flip, il pète un câble, faute au croupier ou je sais pas. Et en fait, le problème c'est pas tant ce qu'il fait en soi, moi je comprends qu'il ait la rage, c'est plutôt le problème de l'expérience que va vivre un récréatif. Moi je me mets à la place de quelqu'un qui se dit je reprends mon exemple de San Remo, il y a un super 200, j'ai un pote qui joue un peu au poker, il me dit viens avec moi, on va jouer le 200. On y va tous les deux, il joue un peu, lui il joue vite fait, voilà, mais il a jamais joué de live de sa vie.
Mais quand il arrive, c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, il y a des règles quand même strictes. Il va arriver avec des gens qui potentiellement sont pas hyper accueillants. Il peut y avoir des tables où ça peut être pas hyper cool. D'un peu qui prennent une réflexion parce qu'il s'est trompé, il a mis trop de temps ou que j'en sais rien. Ouais, ça peut le renfermer. Ça peut le renfermer, etc. Et donc, je pense que si on aime tous ce jeu, si on a envie qu'il se développe, pour l'industrie, parce qu'on a envie d'avoir une meilleure image et donc au final d'avoir plus de joueurs à table, et qui dit plus de joueurs à table dit potentiellement plus de possibilités et le prize pool, d'avoir des beaux prize pools et d'avoir des niveaux plus faibles. Faut être on est tous gagnants en fait. Et ben c'est mieux, et puis on a tous envie de jouer dans des conditions où on prend tous du plaisir. Donc que ce soit vraiment la guerre dans les très très hauts niveaux, je peux comprendre. Quand on va jouer des buy-in au-dessus des 3000, voilà, je peux entendre. Mais franchement, sur tous les buy-in en dessous, il faut, à mon sens, démocratiser ça. Ouais, complètement. Et donc les ladies, c'est super ce qu'ils font, et au moins, elles sont entre femmes, et mine de rien, ça se passe mieux que quand il y a des mecs au milieu, faut dire les choses. Ouais, c'est vrai que c'était un très bel événement, et pour une première, c'était assez cool de suivre ça en tout cas. Et donc écoute, t'es pas venu les mains vides, je t'ai aussi ramené un petit produit. C'est pour moi ? PSL, ouais. Trop bien. Un petit produit PSL, un goodies avec un porte-gobelet. Alors ça, tu vas pouvoir l'accrocher à toutes les tables. Ah, mais c'est à tous tes sièges et tout. Et ça, du coup, c'est un outil de parents. Hein. C'est plutôt pour les poussettes. Et donc, cette gourde, c'est une des gourdes de la collection Grind Zone qu'on est en train de lancer. En fait, pour la première année de lancement de l'application, on a fait une collection Grind Zone avec plusieurs modules, plusieurs motifs. C'est nos ambassadeurs qui les auront aux tables. Donc, vous pourrez voir plusieurs motifs différents. Et c'est ce qui va être un peu le leitmotiv de notre première année avec l'application. On essaiera de faire plusieurs designs après, mais en tout cas voilà, toujours pareil, pour rester dans un modèle d'identité, quelque chose d'un peu fun. On est une application, mais on est aussi on veut créer cette communauté, se retrouver autour de ça avec des choses simples et qui nous servent, qui nous sont utiles, quoi. Trop bien. Donc voilà, un Trop petit bien. peu truc. Merci et tu repars avec ça, et puis en tout cas merci pour le podcast, c'était super cool. Merci et puis à toi et puis voilà, on se recroise rapidement, et puis en live en tout cas. Ça marche. Merci, à bientôt Bastien. À plus. Ciao.